Voilà, chers internautes, nous avons Rabino Makasi, Nansine Bozan Banda Kuboke pour apporter un pouce pour la Bino, la chaîne Nabino Obolina Mingi, Congo Progrès International, chaîne où est Tambola que c'est déplacé à Kenara partout, ici quand on a posé la Bino, information pour la Makambo Italie, Mbo Canabiso. Kasi lelo équipe Congo Progrès International, salement déplacement à Bango Moukié. Salement déplacement pour comprendre que journée. 5e journée à échange citoyen, Oyo Mtoboebi, IGF Otobengue Nicolo Veboa, a organisé en faveur de journalistes de presse congolaise Mobimba. Dans nous autres, nous avons IGF. Donc, on a ensemble de Bino, ni inspecteur à Koloba, pour nous avoir Bakambon à Congo, à Congo, à Lobara, et belle, te balia Kayangote. Mais les Congolais, comme Konyo, la Bissombo, on a vu ce mot de comme souffrir. Makamalonga n'a payé Zate. Donc, on a beau simbater, mais si on a estimé beaucoup de millions de détournés, dans le cannabis, on a beaucoup de camwa. Il y a un atelier pour nous expliquer Bino Kolak-Sabino, dans Nzela Gilles Alingé, Théoazali, inspecteur général des finances. Avec expliquer bino ba mission na bango ba compétence na bango banani ba contrôler ka ba mbani ba entreprise ni bango ba contrôler ka ensemble na ba journaliste ngai na bino to landa inspecteur général la finance le ligne a ko expliquer biso pour na makambo itali ba miyibi ya Congo to benga bango bien miyibi po baza miyibi ba détourner te ba miyibi ya Congo. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie sociale. Cela est une évidence. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur 100 $ sortis des finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que 20 $ qui arrivaient à destination. Donc 80 $ prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement corruption zéro ou détournement zéro. Faux, on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voulais dire que les proportions nous semblent étaient inacceptables. Nous devions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% maximum des gens qui s'enrichissent, au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Les détournements des deniers publics aggravent le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que
on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez les matins, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne un marché, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre des guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait le transfert de technologies, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minéraux et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, c'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous d'autres cieux, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord, vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort. Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude, de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, le détournement, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement les conséquences des détournements des deniers publics, je voudrais brosser les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Je vous ai dit que ce travail ici, que fait l'Inspection générale des finances, nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'Inspection générale des finances, nous avons trouvé, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'Inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir le corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances.
Donc nous avons multiplié les effectifs de l'inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idées, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça c'est moi. Donc il fallait travailler sur les conditions du travail, les conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avons procédé à des réformes. À des réformes sur le mode de gestion de ces services. Le mode de gestion que le cordon vous a brossé. Nous avions quitté les mécanismes de frais de fonctionnement pour accéder au mécanisme d'une rétrocession axée sur les niveaux de recettes réalisés par les pays, et l'inspection générale des finances était reconnue comme service d'appui à la mobilisation des recettes. Donc, on quittera les frais de fonctionnement de 60 000 $ avec 50 inspecteurs généraux pour faire le travail sur l'ensemble du territoire, pour avoir 225 inspecteurs de finances, et le gouvernement nous reconnaîtra de fonctionnement en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé 4 brigades. Des brigades sont des unités opérationnelles qui exécutent des missions. Nous en avions trouvé 4. Et ces brigades-là, dans leur forme, existent depuis 1987, soit près de 35 ans. Alors que les finances publiques ont connu une évolution. Quand vous allez à la DGI, il y a eu tellement de changements. La DGI était adaptée, la DGRAD était adaptée, la douane était adaptée. Nous, on est resté 35 ans en arrière. Il a fallu restructurer l'organisation administrative de l'inspection générale des finances pour l'adapter à la donne des finances publiques actuelles. C'est ce qui nous a fait passer de 4 unités d'attaque, unités opérationnelles, à 10. Ces unités se reconnaissent dans les missions reconnues à l'inspection générale des finances. Missions dans les entreprises, missions dans les comptes généraux du Trésor, missions dans les provinces, missions dans les recettes, ainsi de suite. L'élément suivant, comme stratégie, nous avions changé les modes de contrôle. Nous avions décidé de passer au contrôle concomitant, que la direction de l'inspection générale des finances a débaptisé la patrouille financière, qui est au fait un contrôle qui doit se faire au même moment que le gestionnaire est en train de poser ses actes. Ce contrôle, nous l'avons placé à des endroits ci-après. À la Banque centrale, au compte général du Trésor. Aujourd'hui, nous savons chaque jour qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Cela n'était pas le cas. On n'a jamais été au courant de ça. C'est aujourd'hui que nous avions placé. Nous avons une équipe permanente que nous changeons dans tous les cas. Et nous sommes au courant de chaque sortie des fonds publics et nous ciblons les fonds à problème. Dès lors que nous voyons l'écriture que l'argent sortira aujourd'hui au profit de tels services, de tels ministères, nous dépêchons les inspecteurs qui attendent l'arrivée de l'argent pour encadrer. C'est là que ça énerve. C'est là que ça énerve. Et comme je vous ai dit, les contrôles concomitants, la patrouille, elle est permanente. Elle ne s'arrête pas. Ce n'est pas comme une mission, vous venez pour 30 jours, vous partez. Quand nous venons en patrouille financière, nous y restons. Une année, 2 ans, on est avec vous. Jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il faut changer les méthodes de travail. Donc, nous sommes passés donc du contrôle a posteriori, qui était un contrôle inefficace, à un contrôle concomitant appelé la patrouille financière. Nous l'avions placé à la Banque centrale, nous l'avions placé dans la chaîne de la dépense. Nous savons ce qui entre comme demande de sortie des fonds, quels sont les documents qu'il y a dans cette demande,
Est-ce qu'il y a régularité ou pas? Nous nous interposons pour repousser les demandes qui ne sont pas justifiées. Nous avions placé ces contrôles dans plusieurs entreprises et établissements publics où il y avait un mouvement important de fonds. Nous avons aujourd'hui des inspecteurs en permanence, ça fait une année, FONER, SNEL, Régie des eaux, CEC, FPI, OCC, ONATRA, GECAMI, SNC, partout où il y avait des intérêts financiers importants, nous avions placé. Et là, ce sont des missions qui ont produit. Nous avions constaté la présence de plusieurs prédateurs avec des faux marchés, des faux fournisseurs, de faux prestataires qui sont aujourd'hui en difficulté avec nous parce qu'ils pensaient que nous étions venus pour un mois et nous sommes, ça fait une année, et nous y resterons jusqu'en 2025. Nous y resterons. Nous avons placé donc des équipes qui contrôlent chaque jour qu'est-ce qui sort de la SNEL, qu'est-ce qui sort de la Régie des eaux, qu'est-ce qui sort à la GECAMI, qu'est-ce qui sort à la... Partout, nous contrôlons. Et nous nous interposons pour dire, ça ne sort pas. Et le fait, c'est quoi? Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des arriérés importants dans ces entreprises. Aujourd'hui, nous sommes fiers, mon adjoint l'a dit, nous avions apuré les arriérés de salaire. Il n'y a qu'une seule entreprise publique qui a 36 mois d'arriérés de salaire, c'est l'ONATRA. Toutes les autres entreprises sont à jour. Il n'y a plus d'arriérés de salaire. Imaginez la pression sociale qu'on devait avoir si on n'avait pas fait ce travail pour privilégier le paiement des avantages sociaux du personnel. Nous avons réglé ces problèmes. Nous avions intériorisé aux mandataires publics le paiement des impôts. Dans toutes ces entreprises, nous avions trouvé des gens qui ne payaient pas les impôts, qui prélevaient les impôts sur les salaires, qui prélevaient la TVA, mais qui ne les reversaient pas. Nous avons imposé dans le fonctionnement, 1, payer les salaires, 2, payer les impôts, et 3, vous, les mandataires, payez-vous. Après avoir payé les travailleurs, après avoir payé l'État, alors que ce n'est qu'après que vous allez vous faire payer vous-même. Et enfin, l'exploitation, parce que les entreprises doivent fonctionner comme 4e priorité. Donc nous avions imposé cette partie financière dans les entreprises sélectionnées. C'est ce qui cause aujourd'hui la nervosité. C'est là la nervosité. Nous avions placé la patrouille au niveau des régies financières, à la DGDA, à la DGI et même à la DGRAD. Nous sommes là, ça fait une année, on ne relâche rien. Nous contrôlons chaque jour comment ces régies fonctionnent, comment ils collectent, et nous sommes derrière. Et ça donnait les résultats. Nous avions placé la patrouille au niveau des provinces. On ne pouvait pas être dans toutes les provinces. Je vous ai parlé des 225, mais il y a une partie, 80 personnes qui sont encore en formation. Dans l'opérationnalité, nous sommes dans les 140. Nous avions placé les inspecteurs dans les provinces. Nous avions sélectionné le Congo central. Nous avions pris les Lualaba, nous avons pris les Haut-Katanga, nous avions pris Kwilu, nous venons de prendre Sud Kivu, nous avions pris Kwango et nous avions pris la ville-province de Kinshasa. Nous avons placé la partie financière qui censure. Voilà un peu comment nous avions changé. Donc nous avions quitté les contrôles a posteriori vers les contrôles concomitants. Et s'il le faut, nous passerons au contrôle a priori. Parce que c'est aussi dans nos attributions. Nous pouvons y arriver parce que la loi nous reconnaît cela. Je voulais également dire, comme je vous l'ai dit, on a placé des curseurs du contrôle plus haut. C'est parmi les stratégies, nous avions dit à notre hiérarchie, arrêtons de contrôler les comptables et les directeurs financiers. Les véritables responsables de la gestion que nous connaissons, c'est en fait plus haut qu'il faut aller. Donc il faut aller contrôler les ministres, il faut aller contrôler les DG, il faut aller contrôler les gouverneurs de province pour petit à petit changer la situation. C'est aussi un élément. Et nous allons y rester, nous allons le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre. Je voudrais également donner un dernier élément ou avant-dernier, c'est nous avions travaillé sur les sanctions d'un contrôle. J'aimerais que vous sachiez qu'avant nous, les rapports de l'inspection générale des finances étaient uniquement destinés à notre hiérarchie. Vous contrôlez, vous faites les rapports, vous envoyez au cabinet du chef de l'État pour exploitation.
C'était ça le mode opératoire. Nous avions dit il ne sera plus question. Nous devons changer. Nous avions visé alors 3 niveaux de sanctions. 1. Quand nous contrôlons, nous établissons des rapports, nous devons tout faire pour activer la sanction administrative. La sanction administrative, c'est la sanction que doit donner l'autorité de qui dépend les contrôler. Au contrôle des DG, nous devons harceler, excusez-moi le terme, son chef hiérarchique, qui est le ministre, à les sanctionner. Bien sûr, nous passons par notre hiérarchie, nous faisons les rapports est adopté, nous avons des instructions, nous l'orientons aux responsables de l'entreprise. Si c'est un établissement public, c'est les ministres sectoriels. Si c'est une entreprise publique, c'est les ministres du portefeuille. Nous demandons que les sanctions soient prises. Il n'est plus question qu'un contrôle qui s'est soldé par une mégestion caractérisée et des détournements, que ce contrôle-là puisse trouver son terminus dans les tiroirs. Il faudra qu'on applique des sanctions. Donc nous avions activé la sanction administrative. Deuxièmement, nous avions travaillé sur la sanction judiciaire. C'est ce qui ne se faisait pas à l'inspection générale des finances. Nous avions dit que nous sommes des OPJ. Pourquoi nous avions contrôlé, on découvre des faits infractionnels, nous n'activons pas les cours des tribunaux. Nous avions commencé dès 2020 à activer la sanction judiciaire. Quand on découvre dans un dossier qu'il y a des infractions en rapport avec les détournements des deniers publics, nous faisons un PV à tant qu'OPJ et nous saisissons les procureurs et nous lui demandons de poursuivre. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions traduit beaucoup de contrôlés en justice. Et cela est illégal, c'est dans nos compétences. Malheureusement, on ne l'exerçait pas avant. Quand nous avons commencé à le faire, les gens ont considéré que c'était les habits. Il y a des gens qui nous ont dit non, il faut faire les contrôles, faire les rapports et attendre. Non. Si vous voulez lutter, il faut sortir des sentiers bâtis, changer les méthodes en rapport avec les comportements des gens qui gèrent. Voilà donc, deuxième niveau, nous avons activé la sanction judiciaire. Et enfin, troisième élément, troisième sanction, nous avions misé sur la réprobation sociale. Et pour moi, c'est important. La réprobation sociale, c'est aller vers le quatrième pouvoir de la société, communiquer, donner l'information sur les bandits, les détourneurs, pour qu'ils puissent crier. Parce qu'il y a une réalité. Les mauvais gestes d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avons dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous avons trouvé une mégestion grave qui sont au terre dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parle. Non, on ne fixe pas. On ne fixe pas. Donc, nous avions décidé de déclencher cette sanction. Elle est importante, c'est pourquoi vous êtes là. Vous constituez une force. Moi, parfois, je suis étonné. Quand il y a des problèmes, les gens considèrent ça comme un problème entre Alinguete et un prédateur. Ce n'est jamais un problème avec un prédateur. Si vous comprenez le fonctionnement de l'inspection générale des finances, je n'ai jamais fait une mission sur le terrain, moi. Jamais. On demande une mission, mon rôle, c'est de signer l'ordre de mission. L'exécution, nous avons des inspecteurs généraux, chefs de brigade, qui ont la mission d'encadrer, d'exécuter. Ils finissent, je ne vois que les rapports finaux. Et quand il y a les rapports finaux, ces inspecteurs généraux sont autant que moi, inspecteurs, revêtus des mêmes compétences. Donc quand ils rendent leurs conclusions, même moi, je suis devant un fait. Je ne peux pas modifier une seule conclusion d'un inspecteur. Parce qu'il nous amène les conclusions. Et nous, au niveau de la direction, on ne fait qu'analyser les conclusions et adopter. Imaginez que je me mette, moi,
à prendre les rapports des inspecteurs à mettre dans les tiroirs, ou à prendre les rapports des inspecteurs à dire non, cette conclusion il faut modifier, je vais être la personne qui aura mis frein à un élan patriotique parmi les inspecteurs. Je ne peux pas jouer à ce rôle. Je peux vous dire, parfois je me retrouve devant des situations embarrassantes. Tout récemment, le PCA de l'ONACA, qui est à Makala, est mon cousin, je vous le révèle. Mais j'étais devant une évidence. Je ne peux rien faire. Il venait me voir à tout moment quand il a été nommé. Je lui ai dit, faites attention, faites attention. Quand on est parti le contrôler, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je n'étais même pas là. C'est mon adjoint qui a déclenché la mission. Les conclusions sont arrivées, nous tous, devant l'évidence. Je ne pouvais rien faire, rien. Et il est à Makala. On est devant, parfois on est mal compris. Je peux même vous dire, moi les jours où j'ai pris les conclusions des enquêtes de Boukangalon, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que moi, j'ai étudié avec l'ancien Premier ministre. Un homme très intelligent, compétent et organisateur. Nous sommes de la même école. Partout où nous passons, nous laissons des traces d'organisation. Vous sentez qu'il y a un organisateur qui passe. Je ne savais pas que les conclusions des enquêteurs pouvaient être celles-là. Mais quand les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelque peu déboussolé et affaibli. Parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs. Sinon, je vais entrer en guerre avec eux. C'est eux qui font leur travail. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail. Ces conclusions-là deviennent des conclusions de l'inspection générale des finances et je suis obligé de défendre cela. Je ne comprends pas. Tout récemment, tout ce qu'il y a comme bruit, je n'ai jamais été dans une entité pour faire un contrat. Tellement battant, vous ne pouvez rien faire. Quelle santé! Accepter et dire, voilà, nous y allons. Donc, nous voulons que vous puissiez comprendre que la lutte contre le détournement, c'est votre problème. C'est notre problème et c'est le problème de tous les pays. Ce n'est pas un problème d'un individu. Que je sois là ou pas, je pense que l'élan patriotique à l'inspection générale des finances aujourd'hui, cet élan-là ne va pas s'arrêter. Le travail se fera de la même manière. On n'a jamais eu de problème avec les gens. Et dernière stratégie que nous avions mise en place, exploiter la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui dit, c'est l'article 5, article 10 et 13, qui demande aux services qui luttent contre la corruption de faire de cette lutte une appropriation collective au travers des ONG, des couches sociales de la population. Donc, cette convention stipule que l'efficacité dans la lutte, c'est lorsque la population s'approprie de ces combats. Voilà pourquoi nous avions adopté la stratégie de communication, la stratégie d'associer les Congolaises et les Congolais dans cette lutte parce que nous considérons que ce n'est pas un problème de l'inspection générale des finances, ce n'est pas un problème du chef de l'État, c'est un problème de tous les Congolais. Nous devons tous nous investir. Et moi, je vous jure, sincèrement, on peut être compétent, on peut tout faire. Si nous ne luttons pas contre ces phénomènes dans la gestion publique, nous sommes loin de nous développer. Nous devons être là-dedans. Si nous voulons espérer un Congo meilleur demain, bien sûr, ce ne serait pas en 2023. C'est un travail de longue haleine qui peut nous prendre 5-10 ans, mais petit à petit, le pays va prendre une autre direction. Et je vous invite, comme quatrième pouvoir et le pouvoir le plus efficace, vous ne savez pas quand vous parlez comment les trois autres pouvoirs tremblent. Parfois, vous ignorez ça. Vous ne savez pas quand vous parlez avec des arguments solides, irréfutables, comment vous faites manquer de sommeil aux prédateurs. Usez de votre pouvoir
positivement et dans l'intérêt du pays. Nous, je ne suis pas venu aujourd'hui pour demander que les journalistes soient de notre côté. Vos critiques, si on ne vous critique pas, alors vous allez tout droit vers la dictature. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'accepte les gens qui nous critiquent et ils nous aident à nous améliorer. Et je veux que les gens qui nous critiquent continuent de nous critiquer. Vous comprenez? Il faut qu'ils nous critiquent. Et nous allons profiter de cette critique pour nous améliorer. Qu'ils restent dans les critiques, ça nous aide. Ceux qui nous critiquent sont aussi nos serviteurs. Et ceux qui nous appuient, j'aimerais qu'ils nous appuient, non pas dans le militantisme, non pas dans les jalelo, qu'ils nous appuient en regardant effectivement ce que nous faisons, si c'est bon, de nous appuyer. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous communiquer, pour que si nous critiquent en connaissance des causes, et ceux qui nous appuient également en connaissance des causes. Voilà les journées d'échange citoyen instaurées par l'inspection générale des finances sont des journées de sensibilisation des couches sociales pour faire porter les messages de la lutte contre la corruption et les détournements et pour faire comprendre à ceux-là qui peuvent influer positivement sur la marche de la nation comment nous faisons notre travail. Président, j'ai dit, je vous remercie. Voilà, wana bandeko balanzi, lolenge na lobaki na ebandeli. Na ensemble ngana bino bouti ko découvrir ba mission ya IGF et pas yemoko inspecteur et puis ba inspecteur mso basala ki ba inspecteur adjoint pe intervenant ki ndengo bomo na wana. Topesi no ba merci ya mingi eloko to tirer kaka mbongo soki eza yo te kolia yango te parce que yo ozoyeba ke soki ozolia ozomvwamisa famille na yo me nzoka eza na bato oyo bazosouffrir oyo mbongo wana faki eservir bango bamiyibi nyonso to bozolanda biso nayebi ke bokolanda biso na bainternet partout là biso bajournaliste totelemi mpona kosoutenir inspecteur général ya finance pour na bamiyibi oyo bayibaka na mboka na biso. J'espère que bolandi bien bino moko bomoni lolenga expliquer biso na ba collaborateur ne ba expliquer biso lolenge nini bokoki ko se prévenir pour na ke bokota na kati ya kimoyibi te. Na ndenge tolingaka bino émission na bino Congo na biso ekomi na suka tokutani na prochain numéro.